Au matin du 17 juillet 1968, les habitants de Bagdad découvrent qu'un coup d'État s'est déroulé dans la nuit, sans effusion de sang. Revêtu d'un treillis militaire, bien que n'ayant aucun grade dans l'armée, Saddam Hussein s'empare d'un véhicule blindé. Il fonce vers le palais, où il rejoint son cousin le général Al-Bakr, chef du Baas et nouveau président de la République irakienne. Al-Bakr le nomme au poste clé de vice-président du Conseil de commandement de la Révolution. Saddam Hussein est alors âgé de 31 ans. Militant pro-nassérien, ayant quitté l'Irak en 1963, Kaïs Jewad est historien et dirige à Paris la revue Études orientales. Dès que le coup d'État bassiste de 1968 s'est produit, Saddam Hussein, bien que numéro 2 derrière le président Al-Bakr, était en vérité l'homme fort du pays. C'est lui qui décidait de tout dans le parti et dans le gouvernement. Et depuis ce temps-là, lorsque quelqu'un ose le contredire ou exprimer un désaccord, il l'élimine physiquement. Depuis le premier jour de la Révolution, depuis le coup d'État de juillet 1968, Saddam Hussein a éliminé des personnalités éminentes, y compris dans son propre parti. Cet homme a mis une main de fer sur la scène politique. Il a semé la peur dans le Baas, dans les autres partis et dans tous les rouages de la société. Le 27 janvier 1969, quelques mois après la Révolution, Saddam Hussein organise une sinistre mise en scène, la pendaison de 11 personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël. Les images des pendus de Bagdad font le tour du monde. Un certain nombre d'études et de recherches ont été faites sur la violence propre aux Irakiens. Mais sans entrer dans des considérations de psychologie ou de sociologie, tous les partis politiques, que ce soit les nationalistes arabes, le parti Baas, le parti de l'indépendance ou le parti communiste, tous ces partis avaient des ailes militaires. Comme ces partis ne parvenaient pas à faire passer leurs idées par le dialogue, ils utilisaient souvent la violence, et cette violence, qui tenait lieu d'expression politique, est la seule responsable de tout le sang qui a coulé, la seule responsable de toutes les têtes qui ont été coupées et qui continuent à être coupées. Cette violence est la cause de la diffusion de la haine et du mépris au sein de la société irakienne. Dès le début de leur prise de pouvoir, Al-Bakr et Saddam Hussein sont confrontés à un problème récurrent dans l'histoire de l'Irak, celui des minorités, et particulièrement des Kurdes. Fiers de leurs origines et farouchement ancrés dans leurs traditions, les Kurdes, depuis la fin de l'Empire ottoman, se sont toujours montrés rebelles au pouvoir central de Bagdad. De la monarchie à la République, du général Qassem à Saddam Hussein, se sont succédé des révoltes, dirigées par de grands chefs de tribus, comme Jalal Talabani et Mustafa Barzani, que les autorités ont toujours réprimées dans le sang. En 1969, le problème kurde était d'actualité. Les influences extérieures que subissaient les Kurdes créaient des problèmes, aussi bien pour eux que pour l'Irak. Saddam Hussein prit une initiative personnelle en tant que représentant du gouvernement, dont il était le vice-président.
En fait, depuis la révolution de 1968, il en était la tête pensante. Donc, il alla voir Mustapha Barzani et lui demanda « Pourquoi fais-tu la guerre ?» Barzani a répondu « Nous voulons que l'État nous consacre un budget » et d'autres requêtes qui semblaient légitimes. Saddam Hussein lui a répondu que ce n'était pas un motif pour s'entretuer. Vous devriez avoir votre autonomie, votre langue, conserver vos coutumes et vos traditions, une sorte de gouvernement régional qui protège vos intérêts. Et c'est lui qui proposa l'accord du 11 mars 1970. Mustapha Barzani n'a pas cru à cette proposition, mais ne pouvait pas la refuser. Donc, le décret du 11 mars a été annoncé par la direction du parti Baas et il a été décidé, avec Mustapha Barzani, que selon ce décret, la réalisation d'un État autonome démarrerait vers 1974. Malgré les déclarations d'une feinte amitié entre Saddam Hussein et Mustapha Barzani, l'accord d'autonomie du Kurdistan irakien n'entrera jamais en vigueur à cause de la méfiance atavique des Kurdes vis-à-vis de Bagdad. Le traditionnel cycle de violence ne fera dans les années à venir que s'amplifier. Depuis le forage du premier puits en 1927, le pétrole, dont l'Irak possède d'énormes réserves, est rapidement devenu la principale source de richesse exportable du pays. Malgré son nom d'Iraq Petroleum Company, le consortium qui détient depuis l'origine le monopole de l'extraction et de la vente du pétrole est majoritairement aux mains des étrangers. 47% aux Anglais, 24% aux Français, 24% aux Américains et seulement 5% aux Irakiens. L'Irak, à cette époque, était un pays en souffrance. Ses seules richesses étaient sous le contrôle d'industries pétrolières étrangères, qui ne le laissaient pas maître de ses décisions. Si la politique irakienne leur déplaisait, elles exerçaient leur mainmise sur la production en diminuant le pompage. À cette époque, un baril valait environ $1. Ce qui veut dire que l'Irak ne faisait pas beaucoup de bénéfices. Son budget s'élevait seulement à 200 ou à 300 millions de dinars. C'est à ce moment que nous avons réfléchi sérieusement à l'idée d'une nationalisation des compagnies pétrolières. C'est Saddam Hussein qui proposa l'idée qui devait faire son chemin dans le plus grand secret. Conscient que son projet de nationaliser l'Iraq Petroleum Company pourrait provoquer une intervention militaire de la part des Occidentaux, comme ce fut le cas dans l'affaire de Suez, Saddam Hussein effectue un voyage officiel en Union soviétique, afin de chercher aide et appui. Il est accueilli au Kremlin avec tous les honneurs réservés à un chef d'État, d'autant plus que sa démarche entre dans le jeu de Moscou qui pousse alors ses pions en Égypte, en Syrie et dans la région de la mer Rouge. Deux mois plus tard, à Bagdad, le 9 avril 1972, un traité d'amitié et de coopération est signé entre l'Irak et l'Union soviétique. Fort du soutien de Moscou, les pourparlers en vue de la nationalisation du pétrole s'engagent. Elles s'annoncent difficiles. Les représentants de l'Iraq Petroleum Company, persuadés que l'Irak n'est pas en mesure d'imposer ces conditions, menacent de se retirer. Mais Saddam Hussein et al-Bakr, sûrs de leur bon droit, ne cèdent pas à ce chantage et nationalisent la compagnie.
Chaque employé étranger de l'Iraq Petroleum doit choisir entre accepter de travailler pour la compagnie nationalisée ou quitter le pays. Le 1er juin 1972, Al-Bakr annonce officiellement la nationalisation de l'Iraq Petroleum Company. Cette nouvelle provoque une explosion de joie populaire. Galvanisé par cette victoire, Saddam Hussein s'impose à la tête du pays et dans le cœur des Irakiens. Grâce à la manne pétrolière et à la présence massive des coopérants soviétiques, civils et militaires, cette victoire ouvre une ère de prospérité sans précédent pour le pays. Le choc pétrolier, conséquence de la guerre du Kippour de 1973, fait exploser le prix du baril. Les recettes pétrolières décuplent, ce qui permet à Saddam Hussein de faire de l'Irak un pays phare du monde arabe. Dans cette dynamique, Saddam Hussein modernise l'agriculture, relie les grandes villes par un réseau d'autoroutes, initie de grands travaux et surtout lance un vaste programme laïque d'instruction populaire et de promotion d'une élite moderne. En quelques années, le nombre d'enfants scolarisés fait un bond de 300%. La modeste université de Bagdad se transforme en une institution de haut niveau. Les femmes ont pour la première fois la possibilité d'accéder au diplôme supérieur. 15 ans après Nasser, Saddam Hussein devient lui aussi l'un des leaders du monde arabe. Son image de héros progressiste, épris de technique et de révolution sociale, suscite l'admiration des dirigeants du tiers-monde. Il participe aux grandes conférences internationales des pays non alignés. Les chefs d'État occidentaux le courtisent et lui fournissent des technologies sensibles, notamment dans le domaine nucléaire. Membre du département international au comité central du Parti communiste, Karen Broutens a été l'un des responsables de la politique moyen-orientale de l'Union soviétique. Une fois, c'est lui qui est venu en Union soviétique. Et une autre fois, c'est nous qui sommes allés là-bas avec une délégation. C'était des rencontres, en fait, protocolaires. C'est ainsi que je les qualifierais. Saddam Hussein racontait des choses concernant l'Irak. Il posait des questions sur l'Union soviétique, sur nos dirigeants en particulier. Il voulait savoir comment était Brejnev. Et il s'intéressait aussi beaucoup à nos militaires, d'une façon générale à tout ce qui concernait l'armée. Voilà ce que je peux vous dire, qu'il était hospitalier, qu'il avait une façon de se conduire tellement large, il remplissait l'espace. Alors même que déjà à cette époque, il était évident, comment vous dire, que tout son entourage se comportait comme s'il était en présence d'un grand dictateur. Il faut vous dire que ses relations avec les communistes, bien qu'apparemment elles ne rejaillissaient pas sur nos rapports, déterminaient pourtant la façon dont on le voyait d'un point de vue personnel. Cela ne fait pas de doute. J'ai même entendu un jour Kirilenko dire de lui « c'est un bandit », etc. Et de toute façon, Saddam est selon moi ce genre d'homme incapable d'avoir une relation proche avec autrui, sinon peut-être avec sa famille. Vous le savez, il coupait facilement les têtes de ses plus proches compagnons d'armes. Il y a eu le deuxième homme du parti, Abdelrafik al-Samaraï. Il l'a fait mettre à mort. Et aussi son ami personnel, le ministre du Plan, Adnan Hossein Hamadi. Je crois, un ami personnel, qu'il a aussi mis à mort. On m'a raconté en Irak que, par exemple, il pouvait recevoir quelqu'un, disons la femme d'un de ses compagnons d'armes, et l'étreindre, tout en sachant très bien ce qu'il envisageait d'ordonner de faire. Oui, bien sûr, c'est un homme cruel.
Mais il ne faut pas le considérer d'une façon trop simpliste. Sur ce qui est une impression personnelle,